Voilà, donc j'avais quelque chose de très important à vous dire, c'est que la vie est belle. Donc je vais essayer de partager mon écran. Normalement, vous avez possibilité de partager et du coup, comme je n'ai pas votre présentation, j'espère que tout fonctionne de votre côté. Voilà, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Voilà. Donc, merveilleux, la vie tout est fonctionne. belle. Ah, très bien. Donc le thème de ce dont je vous parle, c'est annoncé, donc c'est cette histoire de... Alors, je n'arrive pas à faire défiler mon truc. Cette histoire de trogne et d'eau, qui est une histoire d'amour. Histoire d'amour de la trogne et de l'eau. Même si vous avez vu qu'il y a des trognes bien ailleurs qu'à l'endroit où il y a de l'eau. Alors, je vais commencer exactement comme Ernst. Vous montrer une photo d'un de mes amis Alors, c'était pour toi, Ernst, que j'avais mis cette photo-là. C'est le lac de Neuchâtel. Mon ami Mathieu m'a envoyé cette photo la semaine dernière, où on voit justement un castor qui a passé des semaines à abattre un arbre qui est tombé dans le lac. Et vous voyez qu'il y a déjà des petites repousses qui sont en train de démarrer en bas. Voilà, donc la preuve, la démonstration que le castor trogne les arbres. Et au bord de l'eau, il y a quelque chose de cette nature-là qui se vit entre les arbres, le castor et l'eau. Mais pas que, pas que, pas que. Et je voulais vous montrer cette autre trogne qui vient d'une forêt du Kazakhstan. Et c'est un pommier, l'ancêtre de nos pommiers, Malus sieversii. Et vous voyez que cette trogne, en fait, a été conçue, construite par des ours. Les ours du Kazakhstan sont végétariens et n'ont pas accès au saumon pour se nourrir et s'engraisser avant de faire leur hibernation, donc se nourrissent abondamment de fruits. Et arrivé à l'automne, comme les ours sont gourmands, ils trognent les arbres, ils abattent les branches pour pouvoir manger les pommes. Et donc, les pommiers deviennent des trognes entretenus par les ours. Et voilà, une forêt d'un paysage. Donc là, c'est dans le Kirghizistan. Mais ce sont des endroits où il ne pleut que de 200 à 500 mm d'eau par an. Comment peut-on dire que la trogne est une histoire d'eau alors que tous ces pommiers que l'on voit, alors ils sont en partie cultivés, vous voyez sur la partie gauche de la photo des alignements, mais en partie là, cette partie-là, c'est une partie sauvage. Une partie sauvage, donc la photo est au printemps, un moment où les pommiers sont bien en fleurs, donc facile à voir. Et alors, qu'est-ce qui va faire qu'on arrive à avoir des pommes avec quelquefois que 200 mm d'eau? Voilà. Est-ce que ce ne serait pas lié justement à la trogne, au fait que les arbres soient régulièrement taillés? Et donc, ben voilà, donc cette trogne qu'on vous a présentée déjà, et je vais repréciser deux, trois petits bricoles qui ont été avancées là tout à l'heure par Ernst, des endroits où se fixent les réserves d'une trogne. Vous voyez comme ces sols qui sont là sont trognés régulièrement pour faire des vimes, qui sont utilisés pour accrocher des vignes. Et sur ces trognes, donc, il n'y a que du bois annuel. Donc vous imaginez que les réserves, comme Ernst expliquait, les réserves vont se constituer au niveau des têtes, et puis bien sûr au niveau des systèmes racinaires. Et comme il n'y a pas une grande différence de hauteur entre la tête et la base du système racinaire, en fait, tout le tronc va servir d'organe de réserve. Alors, comme il y a beaucoup de réserves dans une trogne comme ça, dès qu'on la taille, elle a beaucoup d'énergie pour pouvoir repartir. Et comme elle a beaucoup d'énergie pour pouvoir repartir, en fait, ça se passe plutôt bien. La plante ne souffre pas trop et a un développement tout à fait régulier. Par contre, oui, quand on est sur des formes de trogne qui sont taillées plus rarement, et donc dont le bois a commencé à faire de l'aubier, alors voilà, tant qu'il y a de l'aubier, tant qu'on n'a pas que du bois de cœur, on peut trogner, on peut couper les arbres sans avoir de gros problèmes. Mais oui, quand on a des branches comme ça, donc pour ce que, en réponse aussi, en illustration de ce que montrait Ernst tout à l'heure, là, les réserves ne se font plus au niveau de la trogne, au niveau de la boule, au niveau de la tête, mais vont se faire au niveau des jeunes branches, à la base des jeunes branches de l'année, et puis bien sûr au niveau
des racines, hein, du collet et bien sûr du système racinaire. Alors, quand on va couper une trogne, quand on va couper du bois de l'année ou du bois comme ça, hein, quand il y a du bois, les réserves sont, quand on coupe les réserves à l'arbre, ben l'arbre en fait va avoir du mal à redémarrer et surtout va avoir du mal à nourrir la totalité de son système racinaire. Et ce qu'il va faire, c'est que ce système racinaire va tomber. Hein, les plus petites racines, les plus petites radicelles vont se décomposer, ne vont plus être alimentées par l'arbre. Et en se décomposant, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. C'est qu'on va avoir un filament blanchâtre, hein, donc un champignon, mais pas un champignon mycorhizien, pas un champignon symbiotique, un champignon qui décompose le bois. Et ce champignon qui décompose le bois va commencer à faire un feutrage dans le sol qui va explorer toutes ces petites radicelles, toutes ces petites racines qui sont en train de se décomposer au moment où on a trogné l'arbre. Hein. Tout se transforme dans un sol, la vie appelle la vie, et le champignon, le décomposeur de ce bois dur, les bactéries ont du mal à décomposer seules le bois, mais par contre, ces champignons peuvent le faire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais vous montrer un tout petit film que voilà, et qui donc montre en fait, donc ça a été fait dans des boîtes de pétri hein, pour pouvoir, par une équipe allemande, c'était fait dans des boîtes de pétri pour qu'on puisse observer en fait ce qui se passe quand un champignon décompose du bois. Alors c'était fait donc à partir d'un Cunigamella, le champignon, le feutrage blanc qu'on voit quand on a du BRF qui blanchit, c'est souvent Cunigamella. C'est un des champignons, enfin une famille de champignons les plus communes dans la décomposition de sol, et Pseudomonas, qui est aussi une bactérie très très courante du sol. Et que voit-on? Alors vous voyez les filaments de Cunigamella hein, qui sont, dans lesquels on voit un fluide qui passe à l'intérieur. Alors c'est en temps réel, hein, c'est pas du tout en accéléré. Et autour de ce Cunigamella apparaît une zone hydratée. Une zone hydratée, parce que le champignon digère par l'extérieur, donc son appareil digestif est autour de lui, donc son appareil digestif fait partie de lui, et donc il va hydrater tout son appareil digestif pour pouvoir commencer à envoyer des enzymes, envoyer de l'acidité, et puis donc dans lequel vont vivre des bactéries qui vont aussi l'aider à digérer le bois. Voilà. Et ces bactéries, vous voyez qu'elles circulent à une très grande vitesse, jusqu'à 2 mètres par heure. C'est-à-dire qu'en une journée, une bactérie, sur ce réseau d'hyperfluidité, ce réseau donc qui construit sur le bois qui se décompose, les bactéries circulent, mais ça veut surtout dire que si ma trogne est à côté d'un cours d'eau, à côté d'un fossé, à côté d'une zone un petit peu plus humide, elle peut capter ce champignon-là qui se décompose sur les radicelles hein, qui sont en train d'être digérées, eh ben, ça va capter l'eau et la propulser autour de la trogne. Ce qui fait que quand on coupe un arbre, on voit tout de suite que l'herbe pousse très bien en dessous. Hein. C'est non seulement lié au fait qu'il y a des choses qui se minéralisent, c'est bien sûr, et donc dans cette eau qui est autour de ces champignons, il va bien évidemment y avoir tous les nutriments issus de la décomposition de ces racines, mais ça va aussi apporter de l'eau en très grande quantité. En très grande quantité, à un tel point que finalement, au bout d'un moment, il y a de plus en plus d'eau dans le milieu, et la végétation qui est autour va pouvoir en profiter. Donc, le fait de trogner un arbre va faire naître dans nos sols une trame d'un champignon spécifique qui va être d'autant plus permanente, cette trame, que l'on va trogner régulièrement nos arbres. Et ça va faire circuler l'eau de l'endroit où il y en a beaucoup vers les endroits où il y en a moins. C'est extraordinaire. C'est absolument merveilleux. Voilà, c'est le genre d'élément qui m'a vraiment très surpris lorsqu'on a commencé à étudier et à regarder les trognes d'un petit peu plus près. Alors, est-ce que c'est ça qui va permettre à ces trognes de pommes des forêts du Kazakhstan d'avoir accès à un petit peu plus d'eau? Quand il ne pleut que 200 mm d'eau par an, on peut douter que ça, c'est une très grande importance. Sauf que une petite équation, j'aime pas trop ça, mais c'est la photosynthèse. Vous savez,
très récemment, moi, j'étais persuadé que les plantes, dans leur métabolisme, elles chauffent. Hein, comme moi, quand je vis, je respire, je brûle des sucres dans mon organisme, et donc ça dégage de la chaleur, quelquefois un peu trop au niveau de ma tête. Mais bon, ça dégage de la chaleur. Et cette chaleur, en fait, elle est issue des sucres qui se décomposent. Mais une plante qui fait exactement le contraire, par sa photosynthèse, elle prend des gaz de l'atmosphère, du gaz carbonique, elle prend de l'eau, hein, et avec la lumière, elle en fait des sucres. Et bien, cette réaction refroidit. Hein. J'avais toujours eu l'impression que si le plante transpirait, c'était pour se refroidir. Mais en fait, pas du tout. La photosynthèse est amplement suffisante pour faire refroidir la plante. Hein. Effectivement, alors quand il fait très très chaud, on pourrait imaginer qu'elle va transpirer un petit peu plus, mais c'est pas ce que fait la plante. Quand il fait vraiment trop chaud, elle ferme ses stomates et puis elle se met un petit peu en attente, hein, en attendant qu'il fasse un petit peu plus frais. Et pendant les canicules, les plantes ne transpirent quasiment plus. Hein. Elles se mettent en attente pour ne pas perdre trop d'eau justement et pas se déshydrater. Non, l'eau a d'autres raisons d'autres raisons, hein, de transpirer par les plantes. Et une de ces raisons, alors il y en a plein, mais une de ces raisons est troublante. Lorsqu'on a, oui, c'est des courbes, on ne veut peut-être pas trop passer par les courbes, parce qu'on peut accélérer, voilà, c'est peut-être juste ça, c'est plus évocateur qu'une courbe. Oui, c'est cette expérience que l'on a quand il fait froid, que l'on respire et que la condensation se forme. Voilà, la condensation, ce petit oiseau qui est en train de chanter, et ce que l'on voit là, ce sont des notes de musique qui apparaissent en condensation. Regardez comme c'est beau. Hein. Cette condensation, quand est-ce qu'elle apparaît? Voilà, donc c'est cette petite courbe qui est juste là, hein, c'est ce qu'on appelle la courbe de saturation. Donc, quand on a une certaine quantité d'eau dans l'air, avec une certaine température, vous voyez, par exemple, s'il fait 20 degrés dans l'air et qu'on a 50% d'humidité, si la température descend à 10 degrés, eh ben, l'eau va commencer à se condenser. Hein. Quand il fait beaucoup plus chaud, donc pour 35 degrés ou 37 degrés pour nous, ben, là, vous voyez que la température de rosée va nécessiter qu'il fasse un décalage un peu différent. Mais quand la plante va se mettre à 20 degrés, quand notre plante se met à transpirer, la quantité d'eau de l'atmosphère va passer de 50% à 70%, et à 70% d'humidité, curiosité de la physique ou de la thermodynamique, mais il suffit qu'il y ait juste 14 degrés pour que l'eau commence à se condenser. Mais 14 degrés, entre 10 degrés, 14 degrés, 20 degrés, 14 degrés c'est très vite atteint, il suffit juste d'avoir un petit peu d'ombre sous les feuilles ou des zones un petit peu plus froides. Et quand il fait très chaud, 40 degrés, vous voyez, donc canicule, il suffit simplement qu'il y ait des zones à 28 degrés, vous voyez, tac, 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 ici on est à 28 degrés, pour qu'il puisse commencer à y avoir de la condensation. Vous allez me dire, oui, enfin, c'est quelques grammes d'eau par kilo. Quelques grammes d'eau par kilo. Oui. Mais imaginez que, déjà, imaginons où est-ce que ça va arriver, à quel endroit de la trogne cette eau va commencer à se condenser. Mais ça va être par exemple au niveau du lierre. Le lierre qui a ce feuillage sombre et froid qui est près du tronc, qui va être à l'ombre de la trogne, ce lierre très précieux va avoir un feuillage plus froid et à la partie inférieure, surtout des feuilles de lierre, à l'endroit où lui transpire, donc où c'est un petit peu plus froid, parce que la transpiration descend la température, là c'est un petit peu plus froid, et bien en fait la condensation, une partie de l'évaporation de la trogne, de l'arbre qui est au-dessus, va se condenser sur le lierre. Et c'est troublant ça, parce que quand est-ce que apparaît cette condensation? Mais c'est le soir, quand on est en été, qu'on est en train de boire l'apéro tranquillement, que la nuit tombe, il y a un petit moment dans la soirée où on sent la fraîcheur qui arrive et on est obligé de mettre une petite laine sur les épaules, continuer à être à l'aise et confortable. Pour les plantes, les écarts de température sont moins importants, donc il suffit, quand il y a 40 degrés, qu'il fasse 28 degrés, donc dès le début de la soirée, hein, même quelquefois quand le soleil commence à se coucher, ces phénomènes de condensation vont commencer à arriver et vont se prolonger pendant 5 heures.
hein, jusque les 5 premières heures de la nuit, on va dire. Pendant ce moment-là, l'air va se déshydrater. Ça va donc créer une petite dépression qui va attirer l'air chaud qui est à côté, qui à son tour va se déshydrater. C'est la base du climat, de la microclimatologie, mais tous ces arbres qui se mettent à condenser l'eau ensemble vont commencer à attirer à eux de plus en plus d'air chaud, et c'est ce qui va créer un phénomène que l'on connaît très bien en montagne, qui est l'effet de Föhn, hein, ou la petite brise que l'on sent en fin de journée, hein, et qui va créer des courants d'air. Lorsqu'on mesure avec un tout petit anémomètre la vitesse à laquelle l'air circule près du feuillage de mon lierre, on se rend compte que c'est de l'ordre de 10 km/h. Et 1 mètre cube qui va arriver donc pendant 1 heure, 10 km/h, donc ça va faire 10 000 mètres cubes qui vont arriver jusque-là, et pendant 5 heures, 50 000 mètres cubes, mais 50 000 mètres cubes, ça va faire des grammes et des grammes d'eau, jusqu'à 3 mm d'eau, enfin jusqu'à 4 mm, voilà le plus gros résultat qu'on ait mesuré pendant la canicule de 2019, la deuxième canicule, vous savez, celle qui a été la plus sèche, entre le début de la nuit et le moment où ce phénomène s'arrête, ça dure 5 heures, et bien toutes les nuits, on a capté entre 2 et 4 mm d'eau. Sur les 10 jours de la canicule, ça fait 30 mm d'eau. C'est comme s'il y avait eu un gros orage pendant la canicule. Et cette eau-là n'apparaît jamais dans les pluviomètres. C'est une eau qui n'est pas, dont on n'a même pas conscience qu'elle est absorbée, qu'elle est là, qu'elle est présente. Et cette eau, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va être absorbée par le lierre. Le lierre n'est pas mon arbre, hein, n'est pas ma trogne. Le lierre n'est pas ma prairie qui est autour, ou ma culture. Hein. Et cette eau, donc, va rentrer. Hein, comme le lierre, quand il fait nuit, il ne transpire pas. Donc, l'eau qui arrive dans le lierre, elle va diluer la sève du lierre. Le lierre, il n'a pas vraiment envie d'avoir une sève trop diluée, parce que les plantes, quand leur sève est trop diluée, elles se trouvent attaquées par toutes sortes de bestioles qui viennent les manger. Tous les insectes piqueurs adorent la sève diluée. Hein. Non, alors, le lierre va sortir son eau par ses racines. Et que trouve-t-on au niveau des racines du lierre? On trouve des mycorhizes. Ces mycorhizes, ce sont des champignons. Donc là, vous avez une radicelle, hein, que l'on voit de côté. Et à l'intérieur, donc, il y a la partie centrale, toute petite centrale, c'est des vaisseaux du bois, ceux qui viennent des feuilles et qui amènent la sève élaborée, mais également toute cette condensation qui arrive à ce moment-là. Et le champignon qui est en bas va pomper cette eau, permettre au lierre de maintenir une bonne pression osmotique à l'intérieur de son organisme, et va sortir l'eau autour de lui. Et vous voyez, donc il y a un deuxième réseau autour, qui est le réseau du mycélium mycorhizien. Mais qu'est-ce qui va se passer lorsque ce réseau de mycélium mycorhizien va se retrouver au même emplacement et se croiser finalement avec le réseau de composition du bois? Eh bien, toute l'eau contenue dans les racines du lierre et dans les champignons du lierre vont s'échanger tout simplement avec le réseau des perfluidités du bois qui se décompose et va réhydrater l'intégralité du sol, pour que le jour suivant, avec le soleil, toutes les plantes qui sont là puissent bénéficier de l'humidité. Et oui, lorsqu'on était... Je coupe mes trognes, je les fais pâturer par des animaux. En fait, elle peut avoir beaucoup de transpiration, et toute cette eau qui arrive à cet endroit-là va être utilisée au profit des herbes, des prairies qui sont autour, hein, dans des systèmes pâturés, et dans ces endroits-là, finalement, la trogne abreuve les prairies que les animaux vont paître. Et donc finalement, à la fois production de fourrage et à la fois irrigation des prairies qui sont autour, à proximité.
Alors jusqu'où cette eau peut aller? C'est ce que nous montre l'expérience. Quand on voit une trogne, on voit qu'à une fois et demie, quelquefois deux fois et demie sa hauteur, eh bien, l'eau circule. Voilà, une trogne qui fait 5 mètres de haut, si je la rabats à 2 mètres, elle faisait 5 mètres de haut, donc elle a un réseau d'hyperfluidité qui va aller jusqu'à 7 mètres, 10 mètres, 12 mètres, hein, ça va dépendre un petit peu de la vigueur de cette trogne-là. Mais ça se voit tout de suite dans le paysage, on voit l'herbe qui est plus verte autour des trognes qui viennent d'être pâturées en été. Et ce phénomène se met en place rapidement. On voit la même chose, bien évidemment, lorsqu'on a affaire à des haies plessées, qui sont aussi des lieux dans lesquels la condensation va pouvoir se faire de façon tout à fait admirable. Et donc, maître plesseur, petite photo amoureuse pour toi, Dominique, qui nous apprend cet art millénaire et pourtant ô combien utile de cultiver la pluie finalement, de cultiver l'eau, de cultiver cette eau qui nous manque. Et vous voyez que dans une vieille trogne dans laquelle il y a beaucoup de végétation autour, cette végétation va agir comme un noyau de condensation qui va être quelquefois d'une telle densité qu'un beau jour, l'homme qui plantait des arbres, cette histoire que tout le monde connaît et que personne ne croit, qu'il suffit de planter des arbres pour que les sources reviennent. Mais oui, cette hyperfluidité, cette condensation. Au bout d'un moment, la terre va être complètement gavée de cette eau qu'il faudra qu'elle ressorte à un endroit. Et je crois que c'est comme ça que les sources reviennent. Un autre élément important de cette intelligence du paysage, vous savez que dans certaines régions, les chemins creux, pourquoi est-ce que les gens s'évertuent à maintenir des chemins creux pour circuler, alors qu'en hiver c'est plein de boue, on s'y embourbe, c'est tout le temps humide, c'est tout le temps froid. Mais chez moi, il y a un chemin creux qui part du village et qui descend jusqu'à la vallée en bas. Et ce chemin creux, on l'a réouvert. Et le jour où on a recréé une cavité à l'intérieur dans laquelle l'air a pu circuler correctement, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes mes trognes, tous les arbres qui sont autour, par ce processus de transpiration, de condensation, attirent à eux de l'air chaud qui est autour. Cet air chaud se refroidit et l'air froid, étant plus dense, se retrouve à l'intérieur du chemin creux et orienté vers le bas de la vallée. Et mon petit village qui est en haut bénéficie de cette aspiration de l'air par le bas qui va avoir deux grandes conséquences. C'est qu'en été, ça nous fait de l'air, une brise légère pendant tout l'été, ce qui fait qu'on ne souffre pas beaucoup de chaleur, malgré que les étés soient de plus en plus chauds. Et en hiver, par ce même phénomène d'air froid qui va circuler préférentiellement dans ces grands alignements de chemins creux, l'air froid va redescendre, ce qui fait que près du village, tous les arbres fruitiers seront beaucoup moins sujets et soumis au gel. Magie des trognes, magie de cette relation entre l'homme et la nature, qui me fait dire une fois de plus que la vie est belle. Oh ah là là. Ouais. Alors, je vais couper le partage. Oh, voilà, on m'amène l'apéritif. Parce que tu n'es pas une plante, tu es un animal. Un animal qui chauffe, Hervé. Il faut refroidir l'animal. Alors, Hervé, on vous remercie énormément là, pour cette histoire passionnante, parce que je crois que c'est comme un conte. Vous trouvez plus mon bouton d'arrêt de partage. Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Vous nous montrez... Voilà, je suis en compagnie d'Alain, qu'on va retrouver tous ensemble cet après-midi. On trinque à votre santé. À votre santé, salut à vous, et puis effectivement, à tout à l'heure. Tiens, salut. Bonjour Alain. Ça y est, l'équipe est au complet. Et avant de trinquer, il y a peut-être quelques questions ou quelques observations. Alors, on a Alexandre qui nous attend là pour la conférence. On a pris déjà pas mal de retard et il va falloir qu'on garde un petit peu de temps pour manger. On peut quand même s'accorder 2 petites minutes s'il y a une question dans la salle. Alors, je cède la parole à Dominique.
Bonjour Hervé, je ne savais pas que tu étais amoureux de moi à ce point-là, mais je voulais te poser une question par rapport au cycle de taille, par rapport à cette histoire de champignons qui apportent de l'eau. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin pour savoir en fonction du cycle de taille ce qui se passe? C'est-à-dire si on taille tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, tous les 9 ans qu'on m'a taillé traditionnellement autrefois, ce qui me semblait un cycle de taille tout à fait intéressant et permettant de préserver les arbres, que peut-on imaginer qui se passe? Voilà. Ouais. Enfin, voilà, donc on n'a pas de manip très précises qui ont été faites là-dessus. Donc la seule chose que je vais pouvoir partager, c'est mon sentiment sur le sujet. Et ça tombe bien, c'est le moment de l'apéritif, donc on peut s'autoriser les discussions de comptoir. Mais mon sentiment, c'est que, vous savez, quand on trogne chaque année un arbre, il va y avoir une espèce d'équilibre qui va se faire entre son tronc, qui va être le gros de la réserve et son système racinaire, et puis la partie de la végétation qui va être à peu près régulièrement maintenue. Ce qui fait que, en fait, l'arbre ne va pas perdre beaucoup de ses racines chaque année, un petit peu. Alors, il va en perdre plus si je le taille en été. Parce que là, c'est clairement comme quand une bête broute de l'herbe, il y a toute une partie de ses racines qui disparaît parce qu'elle ne peut pas, en été, quand il n'y a pas de réserve, la plante ne peut pas nourrir un système racinaire énorme. Donc toutes ces petites radicelles, là, vont nourrir, bien évidemment, et donc vont faire fonctionner cette rame d'hyperfluidité et cette rame de transport de l'eau. Par contre, si je les taille en hiver, voilà, donc les réserves, comme elles sont un peu dans le bois jeune, mais surtout dans des parties où il y a toujours des réserves, donc en fait, ça aura relativement peu d'incidence sur la mortalité. Sauf qu'il y a quand même une partie des radicelles en hiver qui meurt, parce que les radicelles, à l'automne, comme les feuilles, quand l'arbre perd ses feuilles en automne, eh ben, il perd également ses radicelles. Par contre, si j'utilise des rythmes de coupe beaucoup plus longs, sur tous les 3 ans, ou tous les 9 ans, ou tous les 15 ans, là il est clair que chaque fois que je vais couper ma trogne, il lui faudra quelquefois 1 à 2 années pour qu'elle puisse retrouver une croissance à peu près normale, mais pendant ces 1 à 2 années, en fait, il y a énormément de ces racines qui vont les quitter, et donc ils vont nourrir le sol. Donc finalement, quelle orientation on pourrait donner à ça, quelle orientation technique? C'est peut-être que dans les systèmes pâturés, d'avoir un certain nombre de trognes qui servent à nourrir les animaux, ou si on ne sait pas les animaux qu'on peut nourrir si on est un viticulteur, nourrir le sol, et tous les animaux du sol qui vont aussi se nourrir de tout ce qu'on va couper de la trogne. Et puis laisser quelques arbres un peu émergents, quelques trognes émergentes un petit peu dominées, et les couper de temps en temps, tous les 3 ans, tous les 6 ans, tous les 9 ans, ce qui la redistribuera une grande quantité de bois dans le sol et remettra en marche cette pompe vertueuse à faire circuler de l'eau. Donc finalement, je ne choisis pas l'un ou l'autre, je choisis tout. Merci. Je propose qu'on cède la parole à Alexandre Boissineau pour ne pas prendre trop de retard. Encore un grand merci à vous.